J'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller aussi doucement qu'un voleur essayant de ne pas réveiller une maison endormie. Et au cours de cette seule seconde figée, j'ai compris que l'homme que j'avais épousé ne rentrait pas à la maison pour voir sa femme malade. Il rentrait à la maison pour s'assurer que je ne me réveillerais plus jamais. Je m'appelle Grace et j'ai 39 ans. Cet après-midi-là, je rentrais tôt de la pharmacie que je gérais au centre-ville parce qu'une fièvre m'avait mis à plat ventre et que mon collègue m'avait pratiquement forcé à monter dans une voiture pour me renvoyer chez moi pour me reposer. Mon mari Nathan était parti la veille pour un voyage d'affaires, m'avait embrassé le front et m'avait dit de ne pas être un héros si je me sentais moins bien. Il a envoyé un texto ce matin-là disant qu'il avait atterri en toute sécurité et qu'il appellerait après ses réunions. Alors, quand je me suis effondrée sur le canapé de notre salon sous une fine couverture, je n'avais aucune raison de penser que quelque chose n'allait pas dans notre paisible condo de Chicago. Nathan et moi étions mariés depuis 6 ans et sur le papier, notre vie semblait confortable. Je dirigeais une pharmacie prospère que mon défunt père avait construite à partir de rien, tandis que Nathan travaillait comme directeur de compte dans une agence de publicité très fréquentée, toujours stressé, toujours distrait, toujours quelque part entre les exigences de sa mère et les problèmes de sa sœur. Sa mère, Sandra, n'a pas caché qu'elle en voulait à tout ce que j'avais pendant que sa fille Paige luttait pour nourrir 3 enfants avec un mari qui buvait la moitié de son salaire. À chaque dîner de famille, Sandra me rappelait à quel point j'étais bénie, comme si mon succès était quelque chose pour lequel je devais m'excuser, plutôt que quelque chose que j'avais construit au fil des années de travail épuisant. J'ai dérivé dans un sommeil inquiet et fiévreux sur le canapé, et je ne sais pas combien de temps j'étais sortie avant que le bruit de cette clé dans la serrure ne me réveille. Ma gorge brûlait, ma tête palpitait, et pendant un moment, je ne pouvais pas me souvenir où j'étais. Puis j'ai entendu des pas, prudents, rien de tel que la foulée confiante que Nathan utilisait normalement pour rentrer chez lui. Je glissais hors du canapé, me pressais derrière son haut dossier et regardais à travers l'interstice alors que mon mari passait devant le salon sans m'appeler par mon nom, sans allumer une seule lumière, comme s'il savait déjà que la maison était censée être vide. Il est entré directement dans notre chambre. Je pouvais voir le bord du lit et mon propre oreiller à travers la porte entr'ouverte. De la poche de sa veste, Nathan sortit un petit flacon en verre foncé, dévissa le bouchon avec une fermeté qui me terrifiait plus que de serrer la main ne le pourrait jamais, et laissa tomber 3 gouttes prudentes sur ma tête d'oreiller. Il n'y avait aucune tache, aucune odeur, rien qui ne trahirait jamais ce qu'il venait de faire. Il gonfla doucement l'oreiller, comme un mari dévoué qui rentre sa femme pour la nuit, enveloppa la fiole dans un mouchoir et la remit dans sa poche comme un homme qui avait répété ce moment 100 fois dans sa tête. Son téléphone bourdonnait dans le couloir et il maudit dans son souffle avant de se précipiter vers la porte, s'arrêtant si près du salon que j'étais certain qu'il verrait la couverture que j'avais abandonnée sur le canapé. Mais il n'a pas regardé. Le verrou a cliqué derrière lui et ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que j'avais à peine pris une seule respiration tout le temps. De la fenêtre, je l'ai regardé monter dans une voiture grise qui attendait dans l'allée, conduite par une femme portant des lunettes de soleil et un foulard. Et pour la première fois, je me suis laissé considérer que mon mari avait une maîtresse. Cela ne ressemblait plus à de la paranoïa. C'était comme la pièce manquante d'un puzzle que j'avais trop peur de finir. J'ai enfilé des gants en caoutchouc sous l'évier de la cuisine. J'ai soigneusement retiré la tête d'oreiller sans toucher le centre. Je l'ai scellé dans un sac de congélation et j'ai appelé mon amie la plus proche, Renée, médecin à la clinique du centre-ville. Elle m'a dit de ne pas ouvrir le sac, de ne pas le sentir et de le lui apporter directement. J'ai aussi appelé Diane Marsh, avocate et vieille amie de mon père, qui m'a dit de m'en tenir strictement aux faits et de ne jamais affronter Nathan seul. À la clinique, le toxicologue a confirmé qu'il y avait des traces dangereuses sur le tissu capables de déclencher une réaction sévère chez une personne ayant mes allergies documentées. Ce n'était pas un accident, c'était un plan. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi déterminée à faire comme si rien n'avait changé pour que Nathan ne soupçonne rien. Quand il a appelé de son supposé voyage d'affaires, sa voix portait de l'irritation plutôt que de l'inquiétude quand il a appris que je dormais sur le canapé au lieu de notre lit. Plus tard, en branchant une tablette partagée que nous utilisions pour les calendriers familiaux, un ancien fil de discussion s'est ouvert automatiquement et mon estomac s'est affaissé en lisant une conversation entre Nathan et sa mère.
Sandra avait écrit qu'après un divorce, il n'obtiendrait presque rien, mais qu'après un enterrement, tout lui appartiendrait. Nathan avait répondu simplement « Je l'ai fait ». Ce n'était pas de la jalousie, ce n'était pas un moment de rage. Sa propre mère l'avait aidé à planifier ma mort pour que les enfants de Paige puissent enfin avoir ce qu'ils croyaient que j'accumulais égoïstement. Dans les jours qui ont suivi, les preuves se sont accumulées plus haut que je ne l'aurais jamais imaginé possible. J'ai trouvé un reçu de meubles dans la veste de Nathan, adressé à une femme nommée Vanessa, et j'ai suivi la livraison dans un nouvel appartement de grande hauteur de l'autre côté de la ville où je l'ai directement confronté. Vanessa, sur la défensive au début, a finalement admis que Nathan lui avait promis un avenir ensemble une fois ses problèmes d'argent résolus, bien qu'elle ait juré qu'elle ne savait rien du poison ou des plans. La même semaine, Paige, la sœur de Nathan, s'est présentée à ma porte au milieu de la nuit, une lèvre cassée de son mari, Ivre Tyler, terrifiée après avoir crié devant leurs enfants que mes jours étaient comptés. Paige avait cru que la famille attendait simplement un divorce pacifique, et entendre toute la vérité de ma part avait brisé quelque chose en elle qui avait besoin d'être brisé pendant des années. Le lendemain matin, Nathan est revenu avec des fleurs et des excuses répétées, insistant sur le fait que Vanessa ne voulait rien dire et blâmant le stress de sa mère et de sa sœur pour son comportement. J'ai gardé la chaîne sur la porte et j'ai refusé de le laisser entrer, surtout après que mon voisin âgé l'ait vu se faufiler dans notre immeuble la veille sous le couvert d'un voyage d'affaires. Sandra est arrivée sans y être invitée cet après-midi-là, me faisant la leçon sur la loyauté familiale et se demandant pourquoi une femme sans enfant comme moi ne pouvait pas comprendre le désespoir d'une grand-mère. Et quand j'ai refusé de m'excuser d'exister, elle m'a giflé au visage dans ma propre cuisine. Mon voisin a été témoin de tout, et pour la première fois, les masques que ces personnes portaient en public se sont complètement fissurés devant un témoin fiable. Ce soir-là, Nathan est revenu une fois de plus, tenant cette fois un sac cadeau d'un magasin de fournitures médicales, affirmant qu'il m'avait acheté un oreiller cervical spécial recommandé par un médecin pour nous aider à commencer à guérir. Au moment où j'ai attrapé la même légère odeur chimique qui s'était attardée sur mes gants quelques jours plus tôt, j'ai compris avec une clarté écœurante qu'il n'était pas venu pour faire la paix. Il était venu terminer ce qu'il avait commencé, enveloppé sous le déguisement de l'inquiétude et de l'amour. J'ai refusé de prendre le sac à l'intérieur, je l'ai laissé sceller sur le paillasson et j'ai immédiatement appelé Diane, qui est arrivée avec des gants et des sacs de preuves pour sécuriser ce qui allait devenir la preuve la plus accablante de préméditation dans toute l'affaire. Tard dans la nuit, incapable de rester à l'écart, Nathan s'est assis devant ma porte verrouillée et a finalement tout avoué à travers le bois qui nous séparait, admettant que sa mère lui avait donné la substance les 2 fois et qu'il s'était senti piégé entre les attentes de chacun, jusqu'à ce qu'il se convainque que le meurtre était plus facile que de les décevoir. La police est arrivée quelques minutes après que mon voisin a passé un seul appel, et Nathan a été placé en garde à vue sans jamais remettre les pieds dans notre maison. Dans les semaines qui ont suivi, Paige a témoigné contre sa propre mère, décrivant des années de manipulation et la promesse effrayante d'héritage suspendu devant une famille désespérée en difficulté. Vanessa a remis des messages menaçants que Nathan lui a envoyés une fois que son plan s'est effondré, ne voulant pas devenir un accessoire à quelque chose qu'elle a juré n'avoir jamais accepté. Au procès, la preuve a brossé un tableau indéniable d'une trahison calculée s'étalant sur des mois, pas un seul moment de passion téméraire. Nathan a écopé d'une longue peine de prison, tandis que Sandra a été reconnue coupable de complicité, qui non seulement était au courant du plan, mais l'avait activement poussé à le réaliser. Paige a finalement demandé le divorce de Tyler, a emménagé dans un modeste appartement avec un réel soutien juridique que je l'ai aidé à trouver et a lentement commencé à reconstruire une vie stable pour ses enfants, loin du poison de l'influence de sa mère. Vanessa a perdu son emploi et sa réputation une fois que le scandale est devenu public. Partie, avec rien d'autre que la dure leçon que l'amour commode construit sur la tragédie de quelqu'un d'autre n'a jamais été l'amour du tout. Des mois plus tard, j'ai entièrement rénové la chambre, remplaçant le lit, les murs et tout ce qui appartenait autrefois à un mariage entièrement construit sur des mensonges tranquilles. Je n'ai gardé qu'une petite boîte de vêtements de bébé d'une grossesse que j'avais perdue des années plus tôt. Un chagrin privé qui n'avait rien à voir avec la cupidité de quelqu'un d'autre.
La première nuit, j'ai finalement dormi à nouveau dans cette chambre. L'oreiller sous ma tête était simplement un oreiller choisi avec soin de mes propres mains, sans intention cachée ni calcul de quelqu'un d'autre. Je me suis réveillée le lendemain matin à la douce lumière du jour au lieu de la peur. Je suis entrée dans ma pharmacie avec une légèreté que j'avais presque oubliée et j'ai compris que la survie elle-même était devenue la vengeance silencieuse et puissante que je n'avais jamais planifiée mais que je méritais pleinement. Parfois, l'avertissement le plus fort qu'une personne reçoive est le silence lui-même. Une porte qui se déverrouille trop doucement, des pas trop prudents pour une maison censée être vide, et le courage qu'il faut pour rester caché assez longtemps pour enfin voir clairement la vérité. C'est ce courage qui m'a sauvé la vie et c'est ce qui me permet de dormir paisiblement ce soir. Si cette histoire vous a tenu au bord de votre siège, appuyez sur abonnez-vous et restez proche. Car The Revenge Tales a des secrets encore plus sombres et des fins encore plus fortes qui vous attendent très bientôt.